Cette émission vous est présentée par Tengaloy, outils coupants, solutions de gestion de stock intelligente et accompagnement technique à l'usinage. MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur les coûts de l'énergie. La flambée des prix de l'électricité est une préoccupation de trop pour les entreprises de mécanique. Alors comment faire baisser leurs factures et quelles aides financières sont-elles proposées? On en parle tout de suite avec nos invités. Viet Long Duong, bienvenue sur le plateau de MP l'émission. Alors vous êtes directeur de projet économie circulaire et décarbonation au CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Antoine Beauvois, bienvenue. Bonjour Jérôme. Vous êtes chef de mission au sein du comité stratégique de filière Les nouveaux systèmes énergétiques. Alors William Mayence, bienvenue également. Vous êtes le directeur général de Tengaloy France, un fabricant d'outils coupants. Bonjour Jérôme. Alors la crise énergétique frappe de plein fouet les entreprises de mécanique confrontées à la flambée des prix de l'électricité. Sur le marché, le prix de gros du mégawattheure se situe actuellement autour des 100 €, mais alors qu'il était en 2019 à 42 € seulement. Et les cotations futures ne vont pas en s'arrangeant, puisqu'on parle de 600 à 1000 € le mégawattheure en 2023. Alors avant de parler de solutions qui peuvent alléger la facture, j'aimerais qu'on évoque les équipements de production les plus énergivores dans un atelier de mécanique. Viet Long. Alors sur la partie électricité, la part consacrée aux procédés industriels de la mécanique, usinage, décolletage, est de l'ordre de 40 à 50% de la consommation d'électricité. Essentiellement, les équipements les plus énergivores sont les groupes hydrauliques, le mouvement des axes, les systèmes de lubrification, systèmes de ventilation, etc. Le reste, on va dire, est lié aux utilités, c'est-à-dire l'air comprimé, donc 10 à 15% de la consommation d'énergie, l'éclairage, environ 5%. Ça peut évoluer aussi en fonction des besoins, notamment pour l'activité de montage-assemblage. Cette proportion de 40 à 50%, c'est quelque chose de générique pour les ateliers d'usinage. Ça peut monter à 70 ou 80% si on se retrouve avec des procédés thermiques du type traitement thermique, traitement de surface, ligne de peinture avec cuisson, séchage. Alors est-ce que les progrès technologiques ont été apportés sur ces équipements-là pour qu'ils soient moins énergivores? Tout à fait. Alors on peut parler de micro-lubrification, on peut parler d'usinage à sec, mais avec des conditions, on va dire, d'usinage à prendre en compte particulières. On peut parler effectivement aussi de l'utilisation de moteurs à haut rendement de classe IE4, la mise en place de systèmes d'extinction automatique ou de mise au ralenti d'équipements de production ou de sous-systèmes tels que l'arrosage, la filtration, le refroidissement ou le chauffage d'équipements. Et puis je vous parlerai également d'une norme qui est sortie qui s'appelle l'ISO 14955-1 et qui traite spécifiquement de l'efficacité énergétique des machines-outils dans leur phase d'utilisation. Et donc qui reprend un certain nombre de recommandations à la fois organisationnelles, techniques et de conception des machines-outils. Alors en dehors des moyens de production, sur quel levier peut-on agir pour réduire la consommation électrique dans les ateliers? Alors on peut agir par exemple sur l'éclairage et basculer de l'éclairage historique, néon ou lampe mercure vers de l'éclairage LED ou des lampes sodium haute pression. On peut aussi travailler sur la récupération de la chaleur fatale émise par les équipements producteurs de chaleur et donc le valoriser soit pour préchauffer d'autres éléments, soit pour produire de l'électricité. Et enfin, on peut aussi travailler sur la mise en cascade de certains équipements de production, soit de chaleur, soit d'air comprimé, soit de froid. Le principe, c'est en fait d'optimiser le rendement de ces équipements-là en les utilisant au maximum de leur capacité. Donc par exemple, on va mettre en place un équipement de production de chaleur, de froid ou d'air comprimé qui va fournir le besoin pour l'ensemble du site et rajouter ponctuellement des systèmes secondaires en cascade qui vont pouvoir fonctionner soit ponctuellement lorsqu'il y a un besoin de chaleur supplémentaire, de froid supplémentaire, ou pour certaines activités qui nécessitent de l'air comprimé en qualité spécifique ou des pressions d'air comprimé plus importantes. Moi j'ai une question pour William.
Pour une entreprise de mécanique, plus la machine-outil produit des pièces, plus elle est rentable. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Non, bien sûr. Alors, comment aider les mécaniciens à ce qu'ils puissent moins consommer d'électricité durant le process d'usinage? Alors, tout d'abord, donc, en tant que leader mondial dans le domaine des outils coupants, donc il est de notre responsabilité de proposer à nos clients des outils innovants, donc qui vont leur permettre à la fois de contribuer donc à la préservation de l'environnement, mais aussi donc à des économies d'énergie. Donc, on va travailler donc sur la productivité. Donc, produire une pièce en moitié moins de temps, c'est autant d'énergie qui sont pas consommées pour produire. On va également donc proposer avec des nouvelles technologies d'usinage des stratégies d'usinage qui vont donc consommer moins d'énergie au niveau des broches de machine-outil. Et donc et également donc on sait qu'une machine-outil elle consomme de l'énergie qu'elle fonctionne ou quand elle est à l'arrêt. Et donc notre objectif par la conception de nos outils, ça va être de limiter les arrêts machines par des changements rapides de plaquettes ou d'outils. Et donc tout ça cumulé, on peut arriver donc à plus de 75% de gains d'énergie pour la fabrication de pièces. Électrique bien sûr. Et donc l'idée c'est vraiment d'introduire un nouvel indicateur à nos clients en plus du coût outil pièce, c'est la consommation d'énergie consommée pour produire leur pièce, par pièce produite. Antoine, présentez-nous le dispositif Je décarbone et les ateliers iDécarbone qui y sont associés. L'action Je décarbone se décline un peu en deux leviers. On a d'abord une plateforme en ligne qu'on a développée et qui est en ligne depuis à peu près un mois. D'accord. Donc sur cette plateforme, concrètement, vous pouvez vous référencer en tant qu'émetteur de besoin de décarbonation ou d'économie d'énergie, ou les deux également. Vous pouvez aussi accéder, on a 550 entreprises qui sont référencées ou qui sont en cours de référencement et qui proposent des solutions techniques ou méthodologiques, publiques et privées, pour la décarbonation et les économies d'énergie. Concrètement, par exemple, une solution qui est très présente sur la plateforme, c'est les systèmes de pilotage de la consommation énergétique. Donc, c'est des systèmes systèmes numériques qui permettent de mesurer, d'analyser et d'optimiser la consommation d'un équipement et d'une machine. C'est doublement intéressant parce que ça permet aussi de faire un diagnostic de la consommation des appareils et donc de choisir quand est-ce qu'on va solliciter la machine et même éventuellement de voir si une machine n'est pas du tout efficace et donc d'envisager de la remplacer. D'accord. Et comment une entreprise peut rejoindre la plateforme? Alors l'inscription est gratuite, il faut juste fournir les informations de base d'une entreprise, donc code INSEE, etc. Et ensuite, il faut se référencer en tant qu'émetteur de besoin décarbonation ou économie d'énergie, ou en tant qu'offre de solutions, encore une fois technique ou méthodologique pour la décarbonation. Très bien, écoutez, merci pour ces premières précisions. Alors si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. L'État tente de rester au chevet des entreprises les plus énergivores, comme les fonderies, les spécialistes des traitements thermiques et les fabricants de métaux, en leur apportant des aides financières. Mais qu'en est-il des autres entreprises qui ne consomment pas autant d'énergie, mais qui restent malgré tout fragilisées par la hausse des prix de l'électricité? Alors Antoine, quelles aides nos mécaniciens peuvent-ils solliciter? Alors en effet, au-delà des forts consommateurs d'énergie, pour les toutes petites entreprises, le bouclier tarifaire, le même que pour les particuliers, s'applique également. Et pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME, il y a un projet qui est en train d'être étudié, l'annonce a été faite récemment, et donc l'idée serait de prendre en charge une partie de la facture électrique. On sait à peu près quel pourcentage de cette partie-là? Alors, je voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'on sera non, les chiffres qui ont été annoncés sont entre 15 et 70 euros le mégawattheure, a priori, à partir d'un certain seuil dépassé. D'accord. Et ensuite, sur la décarbonation et pour remplacer par des énergies bas carbone alternatives, on peut penser par exemple, j'invite les industriels à se tourner vers les aides régionales. Chaque conseil régional développe des offres spécifiques pour ces tissus industriels. Vers l'ADEME également avec le fonds chaleur par exemple. Jetlong, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs pour les mécaniciens? Alors pour l'ADEME, il existe aussi un dispositif qui est encore ouvert jusqu'au début novembre, mais qui devrait être, je pense, reconduit, qui s'appelle le dispositif Décarb Flash et qui permet en fait d'accompagner les industriels pour mettre en place des systèmes de mesurage ou pour investir, pour réduire leur facture énergétique, notamment des dispositifs visant à isoler les bâtiments industriels. Vous avez également les prêts verts de la BPI et le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc C2E, avec des fiches standards qui peuvent intéresser les industriels de la mécanique, donc tout ce qui est compresseur à vitesse variable, moteur IE4, éclairage LED, système de mesurage, des stratificateurs d'air.
Et vous avez également la possibilité pour les entreprises de monter des dossiers de demande de C2E pour des opérations spécifiques. Et là, le C-Team peut également accompagner les entreprises dans le montage de ces dossiers. Très bien. Alors moi, j'aimerais qu'on aborde l'avenir. C'est bien connu, les crises doivent être vécues comme des opportunités de changement. Alors comment les entreprises doivent-elles s'y prendre pour moins dépendre des coûts de l'énergie? Qui veut répondre à cette question? William, peut-être? William? Oui, on a parlé donc de limiter l'utilisation de l'énergie, enfin la consommation d'énergie, mais je pense ça s'inscrit dans un mouvement global en fait qui est donc la décarbonisation. Et donc pour ça, donc Tangalloy a un engagement sur la neutralité carbure qui repose en fait sur deux piliers, donc à la fois la consommation de nos produits, on vend du consommable, et donc à nous de limiter cette consommation. Donc notre objectif, c'est que nos clients consomment de moins en moins nos produits, ce qui paraît paradoxal. Et ça donc et donc nos ingénieurs qui développent les produits donc jouent sur différents aspects, donc à la fois la réduction de la taille de l'outillage. À performance égale, on peut travailler avec des plaquettes en carbone de tungstène qui sont plus petites. Donc là on peut aller jusqu'à 40% de réduction des déchets. Également, donc, maximiser les arêtes de coupe. Donc, à volume égal, on peut multiplier par 2, voire par 3 les arêtes de coupe d'une plaquette. Donc, on diminue d'autant, donc, les déchets après utilisation. Et également, donc, on travaille à concevoir des outils qui vont permettre de remplacer tous les outils monoblocs, donc, pour les opérations de perçage ou les opérations de fraisage, par des outils, donc, à tête interchangeable ou à plaquette. Et donc là, c'est plus de 80% des déchets qui vont être réduits. Et donc là, pareil, un indicateur qu'on essaie de mettre en place avec nos clients, c'est donc de calculer le volume de déchets par pièce produite. Et donc, en utilisant donc des produits de dernière génération, on peut vraiment faire un pas important dans ce domaine. Vous avez une usine aussi au Japon qui est modèle. Effectivement, on a 5 sites de production au Japon, donc là, en plus d'être certifié ISO 14000, on a donc pareil un engagement qui correspond à l'engagement des autorités japonaises d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Tangalloy a pris l'engagement de réduire de 46% donc ses émissions de CO2 en 2030 par rapport à une année de référence qui est 2013. Donc ça, c'est fait avec différents moyens, donc l'utilisation de l'énergie renouvelable. On a un site industriel à Nagoya qui est 100% énergie renouvelable. Autonome, non? C'est pas autonome, mais en tout cas... Autonome, non, pas autonome. En fait, elles ont un contrat avec un fournisseur local d'électricité qui, lui, garantit la fourniture d'énergie renouvelable. Par contre, sur notre usine principale d'Iwaki, on a donc aménagé différentes installations, notamment des panneaux électriques sur le toit de l'usine. Et donc ça permet de réduire de 82 tonnes par an nos émissions de CO2. Donc c'est 170 mégawattheures produits par an en électricité. Et bien sûr, après, on va jouer sur tous les aspects de notre activité commerciale, l'emballage de nos produits. Donc on va éliminer les matériaux non recyclables par du recyclable. Également, même en marketing, nos brochures maintenant sont imprimées sur non plus du papier, mais sur du papier recyclé d'origine de tiges de bananier. Et donc ça permet en plus de valoriser des déchets qui sont produits par des pays en voie de développement. Donc voilà, donc c'est tous ces aspects-là qui vont nous permettre d'arriver donc à réduire notre empreinte carbone de notre activité industrielle. Très bien, Vietlong, peut-être quelques mots sur l'après-crise énergétique. Comment les entreprises peuvent-elles mieux se défendre de cette crise? Alors, on parle beaucoup d'énergie décarbonée. On a la chance en France d'avoir plutôt une énergie décarbonée déjà d'origine, du fait de la provenance nucléaire, hydraulique et autres. On parle effectivement plutôt de recours maintenant à des énergies renouvelables, soit pour pouvoir afficher effectivement, je dirais, un verdissement de son approvisionnement en énergie, soit pour davantage sécuriser finalement quelque part son approvisionnement en énergie par la production interne à l'entreprise ou locale, territoriale, sécuriser à la fois l'approvisionnement en énergie renouvelable et à la fois sécuriser le tarif d'achat de cette énergie-là. Donc effectivement, on a des entreprises qui commencent à s'intéresser à la production d'énergie renouvelable sur leur site. Sur la partie chaleur, on va parler de pompe à chaleur, qui permet quand même de réduire d'un facteur 3 la consommation d'énergie par rapport à une chaudière gaz, et donc aussi à décarboner cette énergie-là. Et sur la partie électrique,
On a effectivement énormément de sollicitations à l'heure actuelle sur le solaire PV, solaire photovoltaïque, avec des réflexions sur comment je peux couvrir au moins en partie ma consommation d'énergie sur de l'énergie renouvelable solaire. Et en fait, il y a 2 stratégies par rapport à ça, de dimensionnement. Soit on dimensionne l'installation photovoltaïque pour couvrir ce qu'on appelle, nous, le talon de consommation, c'est-à-dire le minimum de consommation sur l'année d'une entreprise, et donc pouvoir faire de l'autoconsommation, à quasiment 100% de l'autoconsommation, et donc revendre vraiment que le surplus de production à des tarifs relativement peu intéressants. Ou alors, on peut avoir une stratégie qui consiste, au contraire, à dimensionner l'installation photovoltaïque pour couvrir les pics de consommation d'énergie. Ces pics-là, ce sont en général les pics qui vont coûter le plus cher aux industriels en termes de facture énergétique. Et donc, dimensionner l'installation pour couvrir ces pics-là. Donc là, c'est le phénomène inverse. En temps normal, on produit de l'électricité et on le revend au réseau. Et on va utiliser, en fait, sa propre production lors de ces pics de consommation d'énergie. Voilà, donc 2 stratégies complètement différentes. Ça va dépendre bien sûr aussi de la surface disponible au niveau de l'entreprise, surface de toiture ou surface de parking pour mettre des ombrières. Et aussi, un point important, c'est les conditions ou les exigences demandées par les assureurs pour la mise en place de ces installations-là d'un point de vue risque incendie. On a des tarifs d'installation qui sont de l'ordre de 1 000 € par kilowatt crête. Antoine, pour conclure. Pour conclure, je pense que il y a une réflexion à faire aussi sur l'achat de l'énergie. Il faut peut-être réfléchir aussi à la manière dont on achète l'énergie. Ça a été un peu évoqué, hein, mais il y a l'histoire de l'autoconsommation, par exemple, les panneaux solaires sur les toits de l'usine. On peut même penser à étendre ça à l'échelle d'une collectivité, pourquoi pas, d'avoir des panneaux solaires dans la collectivité qui alimentent l'usine. Bien sûr, il y a la question évidemment des contrats gré à gré, donc PPA pour l'électricité, GPA pour le gaz, toujours la même chose, ça permet d'avoir un approvisionnement bas carbone avec un prix fixe et compétitif. Et le 3e point, je trouve que c'est très important, c'est il faut aussi qu'on accompagne, il faut un accompagnement pour les industriels, et c'est ce qu'on essaie, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on essaie de développer ça avec des rencontres en région. Justement, on va en région, on regarde les spécificités de la région, on regarde les spécificités d'une filière industrielle, et à partir de là, on vient avec les bons acteurs de la décarbonation française. C'est les ateliers décarbone, c'est ça? Les ateliers décarbone. Les ateliers plus un approvisionnement bas carbone, je pense que c'est une très bonne clé pour résoudre en partie ce problème. Voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Antoine, Vietlong et William, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. Metalia Industrie recherche un tourneur-fraiseur sur commande numérique. Mitutoyo, un technico-commercial sédentaire et un formateur. Et le groupe Rossi Aero, un technicien reçuage et traitement de surface. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer le groupe Rochette Industrie qui a réceptionné un centre d'usinage vertical Mazac. Micaria, un centre d'usinage 5 axes Urco. Et BCM Métallerie qui utilise la solution de suivi industriel Kiprod. Somab a équipé un IUT de la région Rhône-Alpes. Saint-Jean Industrie a validé 4 CDI et 1 VIE sur les 9 contrats d'alternance qui se sont terminés cette année. La Maison des entreprises de l'Eure a accueilli au sein de son réseau l'école de production. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Alors Vietlong Duong, je rappelle, vous êtes directeur projet économie circulaire et décarbonation au CETIM. Antoine Beauvois, vous êtes chef de mission au sein du comité stratégique de filière les nouveaux systèmes énergétiques. Et William Mayence, vous êtes le directeur général de Tingalloy France. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MPL émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MPL émission numéro 17, dont le thème sera « Comment rendre vos usines toujours plus sexy ». D'ici là, notre industrie aura encore progressé.
continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite. Cette émission vous a été présentée par Tengalloy, outils coupants, solutions de gestion de stock intelligente et accompagnement technique à l'usinage.